Salut à tous, on est samedi soir, c'est Backcheck XXL, les 6 rencontres de National League de la soirée, des invités de premier plan, en veux-tu, en voilà, avec Gilles Montandon, avec Valentin Wirtz, et puis on parlera évidemment contrat ce soir de gardiens et surtout de joueurs libres encore sur le marché. Mais avant cela, Gilles, tu vas nous parler évidemment du CPBR. Eh oui, et ce soir, c'était le réveil de l'ours. Et Valentin? Mauvaise visite du CNI pour Fribourg-Gotteron. Et puis Lausanne va s'imposer chichement à Ambry, victoire en prolongation, 2 points. Et puis Genève, bon en déplacement, va gagner à Davos. Mais l'image du jour, c'est Berne qui met fin à une série de 4 défaites. Match coup près pour Yalonen ce soir. Victoire ô combien importante face à Zug, à Zurich. Oh, oh. Face à Zug, ça c'était il y a un mois le match coup près pour le CP Berne face à Zug, c'était face à Zurich. Comme quoi les clubs en Z, ça réussit plutôt aux Bernois. On en parlera bien sûr tout à l'heure de ce match. Mais avant cela, messieurs, on va entamer un thème de discussion, Stéphane. Oui. Puisqu'on va parler des contrats, ou plutôt des joueurs qui pour l'instant n'ont pas de contrat pour la saison prochaine. Et parmi eux, il y a quand même quelques gros poissons. Ben, il y a le plus gros poisson, on en parle depuis un petit moment, c'est Calle Anderson. C'est un gars qui a réussi 30 points l'année passée. Il a 25 ans, il est gros, il est grand, il est droitier. Il a des caractères, il peut jouer offensivement. C'est un étranger à licence suisse. 33 points la saison dernière. Cette année, c'est un petit peu en dessous, mais il joue plus sur le premier powerplay puisqu'il y a Anderson qui est là. Il est en demande, il exige un gros salaire. Kruger aussi, 33 ans, un joueur à caractère défensif. Il a 19 points, c'est sa meilleure saison, mais il peut jouer physique, il est gros, il est grand, il est droitier, il sera en demande. Tim Bernier, le plus talentueux de tous ceux-là. Tim Bernier, 19 ans seulement, n'a pas de contrat, n'a pas re-signé à Zurich. Étonnamment, on va voir, je pense qu'il y a quand même des équipes qui sont sur lui. Il a été repêché par Columbus en NHL au dernier repêchage. Blazer, qui joue sur le powerplay à Langnau cette année, a accumulé quelques points, a été blessé. C'est un gars défensif, mais 30 ans, il peut jouer encore 5 bonnes années dans cette ligue-là. Au niveau des attaquants, le plus gros nom, c'est Batlisberger, Chris Batlisberger. C'est un gars de 25-30 points par année à Zurich. Il est gros, il est grand, il est droitier. Il joue sur le powerplay, il peut aller devant le but. C'est un joueur qu'on a... Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça en Suisse, donc il est fortement en demande. Jérémy Vick vient d'être blessé au genou, 30 ans, mais c'est un gars qui peut faire une trentaine de points par année, marquer peut-être 15 buts. Il est aussi droitier, il n'est pas très grand, mais il peut jouer physique. C'est un bon joueur de hockey, il en demande. Damien Ria, le plus jeune de ceux-là, après Bernier. Ria, on parle d'un départ à NHL. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais je pense que c'est un jeune qui, sa meilleure saison, c'est 25 points. Sa meilleur total de buts, c'est 12. Cette année, il n'en a que 2 avant d'être blessé. Un peu en dessous cette année, mais il est en demande. Il commande déjà un très gros salaire. Et Yannick Aaron aussi est indésirable à Lausanne, a déjà un gros salaire à Lausanne, exigerait beaucoup d'argent. C'est un gars qui est en dents de scie, a connu une bonne saison sous l'air Ratouchenet, 36 points. Mais au-delà de cette saison-là, c'est 12-15 points par année. Cette année, il en avait 12 avant le match de ce soir. C'est un gars qui peut être très bon tout à coup, marquer pas mal de buts. Il a marqué 18 buts sous l'air Ratouchenet, 36 points. Et là, voilà. Donc, c'est un gars qui commande aussi un gros salaire. Donc, le marché est relativement... Il y en a plein d'autres qui sont disponibles, mais c'est les principaux, les gros noms, si on veut. Puis, un autre sujet dont on peut parler, c'est que du côté de Fribourg, on a 5 défenseurs qui sont en fin de contrat. 5 défenseurs en fin de contrat du côté de Fribourg-Gotteron. Mais d'abord, messieurs, les défenseurs là, quand même des gros noms. Est-ce que Calle Anderson, c'est le gros poisson que tout le monde veut s'arracher, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas un meilleur temps finalement, Valentin, de se dire laissons les gros se battre pour Calle Anderson, puis faisons des propositions peut-être plus alléchantes à ceux qui sont juste en dessous ou un petit peu plus... C'est un peu ce qui s'est passé pour l'instant. Les gros joueurs, les gros noms, pour l'instant, n'ont pas signé. En général, ils signent assez vite, soit avant la pause de l'équipe nationale, soit durant la pause. Pour l'instant, Anderson est encore sur le marché. Un Dave Sutter a déjà signé à Fribourg pour la saison prochaine, par exemple. On est quand même plutôt sur la deuxième vague qui se signait dans les années précédentes, qui ont déjà trouvé de l'emploi pour l'année prochaine. Est-ce que c'est pas dangereux finalement, ça, Gilles Montandon? On n'arrête pas de dire que les salaires s'envolent, qu'on est en train de donner parfois des saladiers, entre guillemets, à certains joueurs qui sont, je sais pas, défenseurs 6, défenseurs 7, etc., même dans une équipe. Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de signer les 6-7
Puis après, finalement, se dire, ah ben voilà, ce qui pourrait nous rester pour un étranger ou autre. Ouais, disons que moi, je pars plutôt du principe que dans les périodes de transfert comme ça, il faut faire des transferts judicieux. Je veux dire, prendre un Calle Anderson, vous le prenez dans votre équipe, vous ne savez pas où le mettre. Je veux dire, voilà, c'est presque du gâchis. Hein. On n'a encore pas chez nous ce genre de joueurs qui ont un rôle, mais c'est clair que si vous investissez sur un Calle Anderson, il faut le mettre sur le premier jeu de puissance parce que de toute façon, il va le demander durant les négociations. Il faudra sortir énormément d'argent. Par contre, un Calle Anderson, c'est vrai que sur tous les noms qu'il y a là, c'est probablement le gars qui va trouver le salaire le mieux rémunéré. Après, comme je l'ai dit, il faut que ça corresponde à ce que vous avez besoin, quoi. Ou vous dites, OK, on ne part pas avec un gars comme ça, on essaye d'investir sur 2 ou 3 de moyenne portée, où on espère à terme que d'ici 2-3 ans, il y en a un qui va s'envoler. C'est un petit peu, voilà, je pense qu'il faut être assez judicieux comme ça, puis pas forcément tomber dans le panneau de forcément, plus vous le payez cher, plus il sera bon. Je pense pas. Et puis le nom des attaquants, elles est lié à Baltisberger, Ria, Vic. Ça, c'est des joueurs quoi, qui jouent la montre avec leur club, finalement, un peu plus, Valentin. S'ils étaient si bons que ça, enfin, si on spéculait sur le fait, Stéphane dit ouais, c'est 15 buts, 10, 15 buts, 12 buts, etc. On se dit, ah, ok, d'accord, si on pensait qu'ils allaient faire plus, tu te dis, bon, bah, allez hop, tu t'essayes, quoi. C'est pas des joueurs qui sont réguliers à 15-16 buts. C'est des joueurs de temps en temps font une grosse saison. Donc on a Baltisberger, oui, qui est plus ou moins régulier à 20-25 points par saison. Les joueurs à Zurich en général ne quittent pas Zurich s'ils sont bien et le club veut les garder. Donc est-ce que Baltisberger, il n'y a pas déjà quelque chose sous la table où on est en train de voir un petit peu qu'est-ce qui est... Je ne le vois pas quitter en tout cas Zurich, son frère est aussi là-bas encore maintenant. Les autres, est-ce qu'on va vraiment miser sur eux? Il y a des gros salaires qui ont été sortis ces dernières saisons pour des joueurs quand même qui performent. Là, à voir, Aaron, pour l'instant, c'est celui qui performe le mieux en ce début de saison. Là, on voulait, en début de saison, on cherchait à s'en débarrasser du côté de Lausanne. On cherchait à l'envoyer sous d'autres cieux, sous transaction, ou simplement que quelqu'un reprenne son contrat. Et on n'a pas trouvé preneur. Il commande un salaire assez élevé et on n'a pas trouvé preneur. Et là, il connaît une saison pas si mal, il avait 12 points, 6 buts, 6 passes, peut-être que là, on trouverait preneur maintenant, éventuellement. Mais lui, évidemment, il est en train de renégocier. Ah, mais ce qui est génial maintenant, j'ai l'impression que le joueur, il fixe son salaire, dire, OK, écoutez, moi, je vaux 600, qui c'est qui me veut, quoi? Puis... c'est les agents, oui. C'est souvent les agents qui disent, voilà. Mais écoutez, ça marche par comparatif. Les agents savent un peu ce que... Les salaires, il ne faut pas se le cacher, montrent drastiquement. On vient de signer un Cadonneau, Claudio Cadonneau de Langnau, qui jouait aussi à Langenthal il y a quelques années, qui n'est pas un chef-d'œuvre de sens du jeu, technique, etc., qui peut jouer dur. On vient de le signer à Zug. Morin a été... Zurich vient de signer Johan Morin. Le marché est sec, le marché est écrémé. Voilà, puis plus, c'est là l'offre et la demande. Il y a une rareté sur le marché qui fait que ces gars-là qui restent, ils disent, voilà, on va se les arracher, le prix va monter, évidemment. Et moi, je m'inquiète un peu pour Fribourg. Je reviens à Fribourg. Je ne m'inquiète pas, mais je me dis, il y a Marty qui n'a pas de contrat, Aplanalp n'a pas de contrat, Forer n'a pas de contrat, Camerzin et Staller. Ça commence à faire beaucoup en défense, là. C'est compliqué de remplir 5 joueurs. Si ces 5 doivent partir, c'est compliqué d'en trouver 5 de qualité. C'est ça, parce que de qualité, des joueurs, des défenseurs suisses de qualité sur le marché, on a parlé de Blazer éventuellement. Il y a Geller à Rapi, je vais vous dire, moi je ne le toucherai pas. À Claire non plus. Il y a Staup à Davos qui est disponible. Bon, l'avantage avec Fribourg, c'est de discuter contrat. Tu n'as qu'à te retourner, même pendant les matchs. Tu peux continuer de discuter de contrat avec nos directeurs sportifs, de toute façon. Non, je dis ça parce que je dois clore la discussion, parce qu'on a 6 matchs quand même au programme ce soir. Tu l'auras compris, c'est une boutade, ce que je viens de dire. Par contre, c'est plus sérieusement qu'on va aller du côté de Lugano. Lugano, Langnau, messieurs, Langnau. On n'en parle pas beaucoup, parce que voilà, il y a eu les pauses d'équipe nationale, etc., etc. Mais n'empêche qu'on parle de séries et de séries de victoires ou de séries de défaites qui ont pris fin finalement ce soir. Langnau a continué sa série positive sur la glace de Lugano, même si c'est Lugano qui va ouvrir la marque. À la 5e minute de jeu, Sanitz assiste de Burgla. C'est la seule réussite de ces 20 premières minutes de jeu. C'est Pounenovs qui est battu finalement avec ce but signé Sanitz sur réception. La passe est magnifique. De Burgla. Exactement. Très, très belle pièce de jeu orchestrée par Burgla. Mais Langnau va revenir, comme à son habitude, avec Pascal Berger, un partout. Et vous allez voir que là, le pauvre Zurkirchen, Gilles Montandon, on va le voir derrière. Voilà, hop, tac, du patin, il se le met tout seul. Ouais, bon, mais ça compte aussi. Je veux dire, nous, en Suisse, on se pose un peu souvent la question de savoir comment ça se fait que les pucks sont rentrés.
Je crois que la première chose à faire, c'est de s'en foutre, c'est juste de mettre les pucks sur les goals et puis peu importe comment ils traversent la ligne. Hein. C'est exactement ça, mais on parlera de gardien tout à l'heure. C'est une interrogation notamment du côté de Lugano, quoi qu'il en soit. C'est Diem qui va donner la victoire à Langnau avec cet effort personnel, on va dire, de Pesonen. Oui, bon, Pesonen réussit à s'aménager une ligne de shoot. Diem fonce pour le rebond, c'est bien joué, hein, deuxième effort, etc. Et Tyrkirchen l'a échappé encore une fois. Dommage. On ne va pas se poser la question pourquoi, mais moi, je suis coach, moi, je suis fan de Lugano, je suis coach de Lugano. Je me dis, bon, pourquoi il en a échappé encore une? Et puis pour Lugano, ça fait 5 défaites de suite. Pour Langnau, ça fait 5 victoires de suite. Et puis je reviens, je saute un peu du coq à l'âne, mais les arbitres sont allés voir la vidéo pour cette séquence-là. Pour le dernier but, on allait voir la vidéo. Personne ne sait. Je ne sais pas. On ne le saura pas. Je cherche encore. Qu'est-ce qui aurait pu être sujet à être vu? Ce n'est pas le sifflet de l'arbitre, puisque le sifflet, on ne peut pas aller voir la vidéo pour le sifflet parce qu'on n'entend pas déjà. Et puis qu'on n'a pas le règlement, c'est pas permis d'aller voir pour un sifflet. Le challenge, parce qu'on était sûr que Tyrkirchen avait bloqué le puck. Peut-être. Peut-être. Un mot quand même sur Lugano, ça prend pas, hein, Valentin Wirtz. Il y a eu un début difficile, ça a été un peu mieux. Et là, ces deux, ils sont dans la partie, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est pas le gardien aussi qui empêche de faire le point? C'est shoot au but 33-21 pour Lugano, 17 tirs bloqués par Langnau, donc ça veut dire qu'il y a quand même une domination, une possession de rondelle, domination relative de Lugano, qui ne gagne pas ce soir, mauvaise séquence pour eux. Et messieurs, Lajunen, ce soir, a pris 38 face-off. 38, à lui seul, il en a gagné 26. Pas mal. Pas mal. Jolie statistique de la part de Lajunen. 26 face-off gagnés. À mon avis, selon, je pense que c'est un sommet cette année, 26 face-off gagnés dans un match. 38, c'est déjà énorme. Hein. Avoir pris 38 face-off, c'est énorme. Il a pris plus de la moitié, il a pris quoi? Ouais, 60... plus de la moitié. Il y en a eu 77, il y en a eu exactement la moitié. OK. Allez, messieurs, on va passer au classico de la soirée Berne-Zurich. La grosse interrogation du côté de la Post Finance Arena, c'était bien sûr si Berne allait mettre fin à cette série de défaites. On pensait même que Jalonen était quelque peu menacé après la défaite face à Langnau, justement, dans le derby. Mais la première chose qu'on veut vous montrer, c'est l'ouverture du score. D'abord signé Arcobello, 18e minute de jeu sur un assist de Praplan. Un gros ouf de soulagement pour ce CP Berne dans un début de match qui a été très tactique. On a vu, Gilles, il y avait de la pression quand même sur les épaules bernoises. Ça n'a pas été flamboyant. On ne peut pas parler de grosse discipline parce qu'il y a eu énormément de pénalités au premier tiers. Mais par contre, c'est vrai que c'est des équipes qui sont un peu senties. Voilà, il ne fallait pas faire de faute, il ne fallait pas encaisser le premier goal. Je pense que c'était un peu le mot d'ordre. Mais c'est vrai que c'était un match un petit peu en dents de scie où chacun a eu ses moments chauds. Et forcément, les moments faibles de l'autre côté. Et puis à la fin, Berne a tenu son os là jusqu'au bout. Mais ça a été, quelques fois, c'était assez laborieux quand même. Un des tournants du match, on va le voir, c'est la charge de Tristan Chorvet sur Garrett Rowe. La sanction, c'est 2+10. On le découvre sur le banc des pénalités, on le voit. Mais c'est surtout ensuite cette charge à la tête. Et Stéphane, pour toi, c'était une charge à la tête. Tu l'as analysé pendant la soirée. Clairement. Et là, on le revoit là, sous cet angle-ci. Il extensionne son corps, il se fait grand. C'est deux gars qui sont plus ou moins de la même grandeur. Et Chervet complète, déjà c'est une charge qui est un peu tardive, complète sa mise en échec, se fait grand, arrive directement contre la tête. Et Rowe n'a pas rejoué, monsieur. C'est ça, surtout. C'est ça, mais ceux qui fait... Non, mais ça, à longtemps, ça change quand même la physionomie du match. Vous perdez votre meilleur joueur, du côté. Est-ce que c'est sur cette mise en échec qui se blesse? Mais clairement, à la fin, 2-1, on se posait la question pourquoi Zurich jouait avec le deuxième powerplay sur la fin du match. On n'a plus Monsieur Rowe là, sur le powerplay. Voilà, on essaie de jouer avec un powerplay qui a déjà une base et qui se connaît un petit peu. Mais ça devient difficile pour égaliser. Exactement. Quand même, Stéphane, à Zurich... D'accord, tu perds Garrett Rowe, moi je suis d'accord, mais ton powerplay, il ne doit plus... je le coach, tu passes pas d'un top powerplay finalement à powerplay à 0 parce que tu perds Rowe. Oui, Rowe, en fait, au lieu de remplacer Rowe par Hollenstein, c'est Hollenstein qui joue sur le mur à sa place, là, du côté droit. Il a préféré aller avec son deuxième powerplay, son unité complète, plutôt que de modifier un truc. Et on avait Blidenbacher sur la glace, sur le powerplay, Gehrig, on a Bodenman, et c'était clairement le deuxième powerplay, et Hollenstein n'a pas fait un bon boulot. Et ça a coûté cher. Et quand tu perds Rowe, c'est quand même le meilleur marqueur de la Ligue, le meilleur passeur de la Ligue. C'est le go-to guy, c'est le leader de cette équipe-là. Sorti du match pour une charge à la tête. Ouais, mais
Ce qui est dommage, c'est que ton premier pipi, tu mets en général, pas toujours, mais en général, c'est tes 5 meilleurs joueurs. Il en manque un, tu pénalises les 4 autres. Tu mets un deuxième pipi qui n'a pas touché la bille. Hein. Non. Wallenstein a mis ses pucks dans le coin, c'était les dégagements interdits quasi. Hein. Donc là, je pense qu'il faut revoir sa fiche. Là. Mais Gilles, il a perdu. Zurich perd le match. Ok, il y a Rowe, mais sur les situations spéciales ce soir. Bien sûr. Sur les situations spéciales. Meilleur powerplay de la Ligue avant le match de ce soir. 29% avant le match de ce soir. Rien du tout ce nada, soir. rien du tout. Puis Piqué, de nouveau, on va le voir. Puis tu l'as analysé en plus. Ouais. On va voir le 2-0 signé Ruffenard, 21e minute de jeu. On a l'entame du tiers. C'est pas la fatigue, hein, ça, c'est pas l'état de la glace. Ça, Ça, d'accord, c'est une Ruffenard. mauvaise entame de. On vient de commencer la période, on est à 4 contre 5. Là, regardez, il y a 3 joueurs de Zurich qui se retrouvent sur une demi-patinoire, voire dans le coin. Et ça donne beaucoup d'espace. Regardez, il y a personne. Biedenbacher se retrouve tout seul devant la cage. Il prend la passe éventuelle, puis il laisse le tir, mais c'est un tir frappé de Ruffenard. Il marque que son 3e but de la saison. Ruffenard, petite saison. Et puis ça sera la réduction du score de Souter, qui a bien suivi, qui a raté son tir, puis qui finalement suit son mouvement. Hein. Gilles, tu nous l'as expliqué pendant la soirée. Mais surtout à ce moment-là, messieurs, il y a quand même Valentin, le meilleur Zurich. Peut-être on va avoir un Zurich qui reprend confiance et un Berne justement en diminution pendant cette fin de tiers. Très nerveux en cette fin de tiers. Même au 3e tiers, Berne a été très nerveux jusqu'à la fin. Ils prennent une pénalité à 3 minutes de la fin du match. On la donne. Juste après, il y a de nouveau 2 minutes. Et là, je pense que les arbitres, Stéphane, tu pourras le dire, mais je pense qu'on n'a pas osé redonner une fois pénalité de 2 minutes contre Berne à 1 minute de la fin du match. Ah, La pression d'Allemagne a fait son boulot. Noro se fait faucher, il aurait dû avoir encore 2 minutes. Il n'a pas donné, évidemment, c'est une grosse conséquence. Et il y a un dégagement interdit aussi où le chronométrage a laissé aller de 5 secondes, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 secondes. Après, on a dû avoir 2 secondes au tableau, etc. Et ça m'énerve parce que ça, je l'ai vécu dans ma carrière dans de certaines patinoires. On triche sciemment. Je l'ai sur la vidéo. Le puck passe la ligne, l'arbitre siffle, c'est absolument clair, il y a dégagement interdit. Il reste 58 secondes. Il arrête le chrono 5 secondes plus tard à 53. On rajoute que 2 secondes. Évidemment, pour les arbitres, c'est difficile à juger. Mais ça, c'est fait volontairement. Je suis désolé. Tentative de tricherie, d'escroquerie. Ça m'énerve comme arbitre. Je luttais contre ça. Je me suis même fâché avec des chronométreurs dans certaines patinoires. Oh non, j'ai pas entendu. C'est une évidence. Tu vois le puck aller, tu sais qu'il y a un dégagement interdit. Fausse excuse, c'est agaçant pour finir, et ça agace aussi les arbitres. Les arbitres vont voir la vidéo, vont voir ça aussi, vont se faire réprimander, et puis c'est sciemment fait par le banc de chronométrage. Désolé, c'est des partisans. Moi, j'ai déjà vu des gars sur le banc de chronométrage en Suisse, je me défoule un peu, avec la veste de l'équipe locale. Ah, mais c'est des locaux. Oui, c'est des locaux, mais tu as un devoir de neutralité. Mais à part ça, tu peux vérifier, parce que je suis désolé, mais il y a un quart régie qui est là, puis qui sait exactement à quel moment le puck a franchi la ligne aussi. Et puis même, on a vu l'arbitre dire des secondes, puis après retourner, t'as vu? Ouais. Il est allé voir là où on peut voir les images pour vérifier sur les images. Donc peut-être qu'il a augmenté après. Je trouve que ça fait ça, amateur au possible. Je suis désolé. C'est pas possible d'avoir quelqu'un en haut qui l'arrête au bon moment. Juste un petit peu de professionnalisme. Voilà. L'année prochaine, on regardera ça. Voilà. Messieurs, 3e match de la soirée, après ce classico et cette victoire de Berne. On va parler de Fribourg-Gotteron. C'était le déplacement du côté de la St. Galler Arena pour voir évidemment ce match face à Rapperswil. Et puis surtout, ça a été une soirée porte ouverte, mais qui s'est passée en 2 temps parce que Fribourg était dans le match jusqu'à 3 partout. À chaque fois, à jouer du hockey, comme dirait Stéphane, de rattrapage, puisque Clark, auteur d'un doublé, a permis souvent à Rapperswil de mener. Mais Bikoff a égalisé. Bikoff, on sait presque un certain aussi, Gilles. Il faut le savoir quand même avant ce match-là, parce qu'il avait été touché, il n'avait pas fini le dernier match face à Ambry Piotta, et c'est lui qui peut égaliser. Et puis Kylian Motet va aussi signer le 2 partout pour Fribourg-Gotteron. Bref, après 20 minutes de jeu, on est dans le match. Ah, c'est sûr que le match, au début, il est 0-0, hein, donc forcément qu'au début du match, ils étaient dedans. Après, ça s'est légèrement gâté, mais par contre, j'ai bien aimé le goal d'Andrei. C'est qu'il prend tout son temps devant le goal pour le mettre au fond, donc là, il va vraiment défier le gardien. Et après, effectivement, ils sont dans le match jusqu'à 3-3, ça a l'air de tenir la route. Et tout le monde y va de son petit goal, mais c'est vrai que quand c'est des soirées comme ça, c'est à la fin du match qu'on compte les goals. Oui, Hérault avait redonné l'avantage pour Rapperswil 3-2. Et puis c'est Stolberg qui va égaliser. Qui c'est la passe? Bikoff. Du coup d'œil. Et puis surtout la réalisation de Stolberg qui ne se pose pas de questions. Seul dans le slot, en général, on ne manque pas ce genre d'aubaine. 3 partout, 22e minute de jeu.
tout va bien, Ouais. presque dans le meilleur des mondes, Valentin. Tip-top. Et tout d'un coup, que se passe-t-il? Est-ce que les dieux du hockey existent vraiment? Est-ce qu'à un moment, quand on est joueur, on est à 3 partout, on se dit tout d'un coup, le plafond de la St. Galler Arena va nous tomber dessus comme ça? C'est compliqué à expliquer. Maintenant, c'est surtout le jeu défensif à ce moment-là qui fait la différence. On en prend 2. Est-ce qu'on continue à se faire marcher dessus ou est-ce qu'on essaie de réagir? Là, en tout cas, Fribourg n'a pas pu réagir ce soir. Parce que les buts, là, c'est pas les gardiens, c'est personne. C'est vraiment, on laisse shooter dans des endroits, le 4e et le 5e, c'est des endroits où il n'y a pas un joueur qui veut faire l'effort de bloquer le shoot. Et Weber un peu livré à lui-même. Oui, on est resté un petit moment sur Réac parce que c'était son premier but en National League. Du coup, on l'a dit, regardez bien ce visage juvénile, puisque c'est bien lui qui a marqué le 4-3, puis 5-3 par Egli. Ah ah, le petit Egli. Petit Egli va pas trop mal, le petit Egli. Hein? Ouais. 3 points ce soir, je pense. Heureusement qu'il n'est pas en fin de contrat pour Rapportville, celui-là. Oui, mais je pense que si c'était à refaire, il l'aurait signé que pour une année. Parce que je pense que l'année prochaine, il aurait pu signer pour pas mal plus cher que ce qu'il a signé. Voilà. C'est comme ça. Ah, ouais, c'est comme ça. Alors, ça va enchaîner un 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3. Il y aura même, je ne sais même pas à quel but on s'est arrêté à quoi? À 5-3. 5-3. Ouh là là, Oh, on est attention, alors gentils, ça on est c'est le bons. pensum pour Fribourg-Gotteron. Bon, on va voir les buts, mais on va surtout discuter de cette défaite. On l'a dit déjà en plateau, Gilles, il faut l'oublier, cette défaite. Ça ne va pas remettre, c'est pas le genre de défaite qui remet en cause le travail qui a été fait. Non, il faut faire attention non, effectivement, il faut pas commencer à paniquer parce que vous perdez un match. Après, il y a la façon. Hein. Vous avez le droit de perdre un match. Hein. Je veux dire, c'est pas bien grave. Je veux dire, Fribourg, ils vont pas gagner les 30 derniers matchs qui restent au calendrier. Mais par contre, vous avez quand même, voilà, il y a quand même une façon de perdre. Et voilà, j'ai pas l'impression que tout a été essayé. Mais bon, bref, quoi, il faut focaliser sur le suivant, puis surtout pas que ça se reproduise, c'est surtout ça. Il y a l'histoire des gardiens. Hein. Il y a Weber dans la cage ce soir, Valentin. On le sort au 5e, on l'a vu, sur le but de Egli. Modera, s'en prend 4 derrière. Au moment des 5e, on essaye de faire quelque chose. Est-ce que Berra est chaud à ce moment-là? C'est quand même des changements assez rapidement, mais rien n'a changé et ça continue. Rapportville a continué à enchaîner, goal sur goal. 5 buts pour Weber, 4 pour Berra. Ouais, mais je veux dire, pour Berra, c'est aussi un peu la soupe à la grimace parce que tu Yes, vas là, tu tu sais que tu vas là-bas, pas jouer le match. Tu sais que tu vas pas jouer le match. Tu manges pas tes pâtes comme tu manges d'habitude. Tu fais tout complètement autrement de ta préparation de match, ton rituel, tout ce qui est protocolé. Puis tout d'un coup, tu vois que ton deuxième gardien, ben, ça va pas. Tu dois aller au goal. Puis quand on est grand comme ça, on voit le body language, on voit que le mec, il n'est pas hyper agressif sur tous les pucks. Puis il espère que ça va le toucher, puis ça le touche pas. Puis il passe juste à côté, entre lui et le poteau. Puis c'est des pucks qui finissent au fond, quoi. Mais toi, tu es en train de me dire que là... Non, mais je veux dire, je donne pas d'excuses. Je donne pas d'excuses, mais là, je veux dire, il n'y a pas que lui à blâmer. Il n'y a pas que lui. Mais je trouve pas d'excuses. Tu es en train de me dire que Berra, parce qu'il ne jouait pas ce soir, il ne s'est pas préparé la même chose. Je pense pas. Il n'a pas fait son... Non, je pense pas. Je pense pas. Le gars, il s'en va là, c'est ce soir de congé. On mange un steak à midi. La fleur au fusil. On oublie les pâtes. Fondu à Fribourg. Fondu à Fribourg, une raclette. Je ne joue pas ce soir. Non, pas raclette, fondu. Fondu, OK, c'est encore pire. Raclette. C'est encore pire. Au moins, il y a des pommes de terre dans la raclette. Au moins, il y a des glucides. Mais là, non, mais... Ça me dépasse ce que tu me dis. Je dis pas que c'est une excuse. Non, mais je pense pas que quand tu sais que tu joues pas... Ça peut pas arriver. T'es pro, mon ami, tu sais jamais ce qui peut arriver. L'autre peut tomber malade avant le match, il peut avoir un puck dans le cou, tu dois être prêt, je m'excuse. On ne sait pas, ça peut, on ne sait pas, on ne peut pas avec eux. Conditionnel, ça pourrait. Oui, mais je pense que mentalement, oui, au niveau de la préparation physique, j'en sais rien. J'espère que c'est pas comme ça. Toi, tu as ton gardien numéro 2 qui en prend 5, tu le sors dans un match comme ça à 5-3. 5-3, il n'y a pas 4-0 dans le match. Tu sors à 5-3 pour mettre ton gardien numéro 1. Pour qu'il arrête l'hémorragie. Puis qui en prend encore 4. Ça va pas bien. Pour la confiance, surtout que Berra était sur une super lancée, il a gagné des matchs ces derniers temps. Disons que ce ne sera pas très bon pour la confiance. Je pense que Dubé va dire on coupe, on oublie, on fait comme si ça n'avait jamais existé, puis on recommence demain matin. Mais une statistique. Gunderson, moins 5 aujourd'hui. Ah. Et puis Stalder, moins 4. Messieurs, une réaction à l'issue de ce naufrage de Fribourg-Gotteron du côté de Saint-Gall. On va écouter tout de suite la réaction d'Andrei Bikov. Andrei Bikov, sérieux coup d'arrêt pour Fribourg-Gotteron ce soir. Oui, exactement. Je pense qu'on avait une belle occasion de conforter un petit peu notre
notre place au-dessus de la barre et puis on s'est complètement planté. Avant cette rencontre, vous étiez la meilleure défense du championnat. Vous concédez 9 buts ce soir. Comment l'expliquer? J'ai l'impression qu'il y a vraiment tout qu'à aller de travers. On a été beaucoup trop naïfs ce soir dans notre préparation et puis ça a payé cash contre une équipe de Rapia qui, je trouve, tout réussissait ce soir et on n'était pas prêts pour ramener cette victoire ce soir. Vous avez quand même réussi à revenir 3 fois au score, mais 2-7 assez, 3-7 rock, comme on dit. Ouais, exactement, je pense que de revenir 3 fois au score à l'extérieur, ça devrait nous aider à ramener des points. Malheureusement, ça n'a de loin pas été le cas. On avait vraiment tout pour bien faire et puis voilà, on s'est complètement planté dans le deuxième tiers. Tout est allé de travers. Grosse désillusion. Ouais. Merci beaucoup, André. Ouais, je crois que c'est très clair. Au niveau des propos d'André Bikoff, il n'y a pas grand-chose à rajouter. On s'est planté en deuxième période et une soirée à oublier pour Fribourg-Gotteron. On va mettre de côté le reste des matchs, messieurs, puis on va attaquer le deuxième thème de discussion. On a parlé des joueurs encore libres sur le marché. Il y a surtout des postes vacants de gardiens dans les clubs de National League pour la saison prochaine. Puisqu'on va se pencher un petit peu sur les forces en présence pour la saison prochaine, bien sûr, dans les différentes équipes. Stéphane, au niveau de ce poste clé, qui est celui de gardien. Zurich, c'est réglé. Freuler-Weber, on laissé le petit Weber à signer là-bas. Giannoni Hollenstein à Zug, c'est Souclé. Schlegel-Wutricht. Wutricht, c'est le jeune joueur de Berne, gardien de Berne, qui joue actuellement à Langenthal, qui va venir l'année prochaine. On s'est dépêché de le signer, c'est un grand talent. Tchatcho Punenov, c'est du béton. Van Polterberg, Eschliman, les 2 jeunes gardiens de Davos restent en poste. Conce Manzato aussi, c'est Souclé. À droite, là, c'est un peu plus compliqué. Desclous, Mayer est en négociation, voudrait rester, semble-t-il, demande beaucoup trop d'argent. À suivre, Berra, orphelin. On verra qui pourra venir comme deuxième gardien. C'est clairement un poste de deuxième gardien avec pas beaucoup de responsabilités. Stéphane se retrouve orphelin aussi. On doit chercher Boltzar. Qu'est-ce qui va arriver avec Boltzar? On ne le sait pas. Turkirchen, tout seul à Lugano pour l'année prochaine. Müller, c'est vraiment un deuxième gardien de seconde zone. Donc, on va peut-être trouver un deuxième gardien pour épauler Turkirchen, qui est un numéro 1,5 à mon avis. Niffler est tout seul à Bienne. Et puis, du côté de Bienne, on n'a toujours pas de gardien. Hiller a confirmé sa retraite. Pope n'a toujours pas de contrat. Weber, semble-t-il qu'on a fait une offre à Weber dérisoire. Donc, c'est pour ça que Weber est allé à Zurich. Donc, on s'est presque moqué de lui. Donc, moqué de lui. En fait, on lui a fait une offre qui était pour lui inacceptable. Peut-être même moins qu'il actuellement, qu'il n'a pas accepté, évidemment. Donc, Bienne. Bienne, interrogation. Commençons par Bienne. Valentin, franchement. C'est quand même incroyable, cette situation. C'est compliqué. Enfin, je trouve incroyable qu'aujourd'hui, dans la saison, on n'ait pas prévu un après-Hiller. Déjà, peut-être en amont, oui, on savait que Jonas Hiller était là pour quelques années, prenait de l'âge aussi. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il annonce aussi vite une retraite? Je ne suis pas certain. On a essayé de prendre Berra qui a préféré rester à Fribourg. Mais aujourd'hui, on se retrouve à Bienne sans gardien pour l'année prochaine. Le marché est assez sec pour avoir quelqu'un qui tienne la route. Est-ce qu'on part avec un étranger à Bienne? L'histoire, c'est que Pouliot, apparemment, n'a toujours pas son passeport suisse pour la saison prochaine. Semble-t-il que non. Semble-t-il que non. Donc on ne se retrouve même pas avec cette possibilité en se disant, OK, d'accord, entre guillemets, on a Pouliot en Suisse qui nous économise un poste d'étranger, puis on peut prendre un gardien étranger. Donc c'est encore problématique aussi. Mais bon, quand je vois une liste comme ça, des gardiens numéro 1, ils sont quand même pas légion. Quand je parle de gardien numéro 1. Les vrais, là. Les vrais. Où tu le mets dans ton goal, c'est incontestable, c'est ton gardien qui va te faire gagner des matchs. Ils sont pas légion quand même, éventuellement. Ceux qu'on a, ils sont âgés. Ouais. Bon, pour les gardiens, ça va. Ça. Ah, mais bon, ils sont tous 32, 33, 34 en montant. Je veux dire, c'est ce qu'on dit depuis un moment. Quelle est la relève? Qui seront les prochains Giannoni, les prochains Berra dans cette liste-là? Qui vous voyez? Desclous éventuellement? Mais qui seront les prochains leaders de notre équipe nationale, par exemple? Après, il faut les laisser jouer aussi. Ludovic Weber, aujourd'hui, n'a pas eu sa chance réellement à jouer des bribes de match. Il va à Zurich en espérant de jouer quand même beaucoup plus. Desclous, oui, maintenant, ça fait 1 année et demie, 2 ans qu'il joue. Mais avant ça, sur les autres gardiens, il y en a très peu qui ont eu de la chance en étant jeunes. Après, quel est ton choix? Parce que tu dis, il faut les faire plus jouer, mais ils jouent plus dans des clubs, entre guillemets, de seconde zone.
c'est deuxième, 1,5 numéro 2. Dans ces clubs-là, ben, c'est rarement là. Oui, ils peuvent briller sur une saison. On leur dit, est-ce qu'ils ont vraiment les épaules? Nous, on part pour faire un titre ici. Est-ce que vraiment, tu veux lui donner... Je prends l'exemple de Schlegel, par exemple, à Berne cette saison. On est d'accord, Gilles, que là, pour l'instant, on ne peut pas dire que le coup de poker soit vraiment flamboyant ou gagnant. Non, non, effectivement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une idée d'en prendre 3 de gardiens et puis de voir éclore un meilleur que les 2 autres et puis de travailler, et puis faire un petit peu de fine-tuning. Et puis, je veux dire, dans toutes ces équipes, il y a des gardiens exprès qui sont dévolus aux gardiens. Donc, des entraîneurs qui sont dévolus aux gardiens. Donc, normalement, je veux dire, ça devrait quand même le faire. Là. Des écoles de gardiens, il y en a des wagons. Des entraîneurs de gardiens, il y en a encore plus. Dans tous les clubs, tu as des entraîneurs de gardiens qui font que ça. Avant, ils travaillaient aussi avec les mouvements juniors, mais la plupart maintenant sont professionnels, attitrés qu'avec la première équipe. Et il y a un entraîneur pour 2 gars. Hein, donc c'est du Et puis des gardiens numéro 1 incontestables, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on est d'accord, mais ces numéros 2, entre guillemets, en devenir, il y a des numéros 2 qui ont déjà eu plus de chance ou qui ont plus de chance. Les Tourkirchen, par exemple, du côté du Gano, qui est numéro 1 cette saison. Voilà, est-ce qu'il endosse véritablement son rôle? On va parler de Schlegel, justement. Quels sont les numéros 2 qui pourraient devenir numéro 1? Weber, Desclous, Valentin, c'est quoi? Est-ce que Desclous aujourd'hui est un numéro 2? C'est pas sûr. Depuis l'année passée à Genève, c'est plutôt... Mais le statut, parce qu'il y a ça, mais après, le statut. Est-ce que ces joueurs-là peuvent revendiquer des gros salaires de top gardien? Est-ce que c'est pas 2 ans encore de transition? On leur dit, tiens, on leur donne les clés, parce qu'à défaut, comme me disait Stéphane, ils sont vieux, ils sont âgés, on n'a pas les moyens de les payer 600, 700, j'en sais rien, etc. Non, mais c'est surtout qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Hein. Tu dois renouveler à un moment donné. C'est eux, c'est les Weber, c'est les Desclous, les futurs grands gardiens du championnat. Dans 5 ans, ce sera eux. Ils ne seront plus là, Giannoni. Par contre, les Weber, les Desclous... Il faudra leur laisser le filet, les Van Polterberg, des Schliemann, des Wüthrich qui s'en vient, qui est encore jeune, 20 ans, 21 ans. Kunz, c'est un jeune vieux, parce que ça fait déjà 10 ans qu'il joue dans cette ligue-là, il n'a même pas 26, 27 ans, il a commencé très tôt. Kunz, j'ai l'impression qu'il est vieux, mais encore pour 10 ans peut-être à garder s'il n'est pas blessé. Mais Manzato arrive à la fin. On se pose des questions. Hein. On manque de qualité. Quand même, qui est très important au niveau du mental. Oui. Donc, pour aller de l'avant dans des playoffs et tout, on a besoin d'expérience. Donc, c'est 3, 4, 5 gardiens d'expérience aujourd'hui qui ont le numéro 1. Dans 5 ans, si ces jeunes d'aujourd'hui n'ont pas joué, c'est pas les. Mais est-ce que c'est parce qu'ils essaient 5 ans plus jeunes qui rentreront? On n'a jamais vu autant entre guillemets de gardiens estampillés numéro 2 qui ont des matchs. Il y a un espèce de côté quand même. Je veux dire, la plus grande connerie dans ce championnat, c'est ce tour de relégation, c'est play-out et le tour de relégation. C'est juste une aberration. Tu ne peux pas te permettre de faire un pas en arrière. Non. Du risque de ne pas faire les play-offs, t'es mort. En plus, tu dois aller te battre contre le premier de Ligue B, tu risques une relégation. Et c'est ce genre de connerie qui fait que les clubs n'ont pas, le staff technique n'a pas le courage de former des jeunes, de former des gardiens, de former des défenseurs. On est toujours en train d'avoir un petit peu peur, de mettre toujours les mêmes nombres. Tu prends les minutes de jeu des joueurs. Il y en a des qui arrivent à 20, 25, 28 sur 60. Il veut dire que ça doit être divisé par 4 à peu près, les attaquants. Et il y en a des qui jouent pour 2 blocs complets parce que tu es dans l'obligation de faire des résultats. Ben oui, exactement. Regardez Genève, Tom Ernest est revenu, le Colt joue moins de 10 minutes par match. Tout à coup, alors qu'il avait beaucoup de succès, il a pris sa place sur le power play, etc. Puis et ça, c'est dommageable. C'est ça. Puis regardez à Zurich, on a engagé un gardien étranger. Ortio, qui est le Finlandais, il était dans la cage mardi. Peterson était l'étranger surnuméraire. Un des joueurs les plus spectaculaires de notre championnat. Il n'a pas joué parce qu'on a donné congé à Fleller. On n'a pas confiance au backup. On met Ortio dans la cage, gardien étranger. En tout cas, c'est une grosse thématique qui va certainement bouger au niveau de la signature des contrats, parce que vous êtes obligés au moins d'en signer un avant le début de la saison prochaine, ça c'est sûr et certain. Allez messieurs, on replonge dans la soirée de National League. Tiens, on parlait de Bienne justement, pas de gardien pour la saison prochaine. Il est dans la cage ce soir, mais surtout l'absence de Leonardo Giannoni à Zug, annoncé blessé. Duo Hollenstein et puis un tout jeune joueur dont le nom m'échappe, mais je vais vous retrouver ça sur les images. Quoi qu'il en soit, c'est Diaz qui va ouvrir le score. On a la première minute de jeu et on va aller voir la vidéo sur cette réussite, Stéphane, parce qu'il y en a du monde devant la cage. Il y avait des rouges, il y a pas mal plus de rouge que de blanc. Robin Meyer en deuxième gardien, c'est le gardien des M20
de Zouk Academy. Enfin, D'accord. Écoutez, là, la situation est confuse un petit peu. Est-ce que le puck est libre au dernier moment? Il y a un joueur de Zouk. Mais regardez, le joueur de Zouk qui est dans le demi-cercle, il est bousculé par Forster. Donc, pour moi, une très bonne décision de la part des arbitres. le deuxième qui va tomber en supériorité numérique, Lino Marchini, qui va marquer assist de Kovar et de Diaz. Deuxième point pour Diaz ce soir. Et Zouk qui retrouve son powerplay. Et qui sait qui n'a pas marqué ce puck qui doit être dévié par Forster. On est d'accord, Valentin, il me semble? Je suppose, parce qu'il a fait quand même vraiment le mouvement. Hein. Ouais. Et finalement, la réduction du score de Forster, deuxième but de la saison, le rebond accordé par Hollenstein sur ce coup-ci. Hop. Le jeu de Kunti, bien orchestré par Kunti, qui coupe au milieu, obtient un tir de qualité, un long rebond. Et Forster a foncé au but. Kunti qui a connu une bonne soirée hier soir à Lausanne. J'y étais et ce soir a fait un bon jeu là, sur cette ce qui fait de bien Kunti, c'est que ça permet justement à Forster de se rendre au goal. Parce qu'il passe la ligne bleue puis il met le puck sur le gardien, Forster il est juste en train de passer la ligne bleue. Tandis que là, ça prend un petit peu de temps de mettre le puck sur le goal, d'avoir un rebond, puis au même moment, tu as Forster qui arrive. Ça, c'est malin. Ça. Quelques chiffres. Oui. Bien toujours aussi mauvais aux engagements. 19 gagnés, 29 perdus. La pire équipe dans la Ligue. Ils sont à moins de 45 sur les engagements. Ça, c'est vraiment mauvais hein, dans l'ensemble. En dessous de 50, c'est moyen. En dessous de 45, c'est presque catastrophique. Donc, ce soir, 19-29. Kovar, un des meilleurs de la Ligue. Le centre de Zouk étranger. 14 gagnés, 4 perdus seulement. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup sur un match. Et puis Diaz, 24 minutes de temps de jeu. C'est 2 points. Un jeune vieux qui va pas trop mal. Ces 2 points, Zoug qui gagne à Bienne sans Giannoni et sans but de Hoffman. Giannoni, non, mais attends. Faut arrêter. Giannoni, là maintenant, il faut commencer à dire les vraies choses. Il y a 20 matchs de jouer. Dans les gardiens réguliers, c'est le pire de la Ligue. Dans les numéros 1 cette année, c'est le pire de la Ligue. Il est à 89 Il n'a pas fait de faute, c'est ça. Il n'a pas fait de faute. Non, mais honnêtement, il connaît une toute petite saison, Giannoni. Hier soir, blessure. Il n'a pas été trop bon. Il a donné des buts hier soir là, un peu facile. Là, il va commencer à dire, attends, tu as signé comme une star, tu es l'équipe nationale, tu es la grande vedette de notre championnat, tu gagnes... Hoffman a signé pour un saladier, le gars le plus payé, ben, il en donne pour son argent. C'est le meilleur buteur du championnat. Je m'excuse, mais Giannoni, il en rapporte. Pour l'instant, là, c'est beaucoup trop payé pour ce qu'il fait. Il faut commencer à dire les choses. Hein. Et il connaît une très mauvaise saison. Et dans les réguliers, c'est le pire. Le 16 novembre, Giannoni, vous l'avez compris, ne fournit pas la marchandise, comme on dit outre-Atlantique, mais on retourne, on verra ça au niveau des playoffs. Puis on a une réaction après cette défaite, quand même, un Biennoise face à Zouk 2-1. On va écouter la réaction de Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, c'était pas le départ idéal avec ce but après 50 secondes. Oui, effectivement, ça a été peut-être le but qui a fait mal finalement en bout de ligne. Je pense que ça a été un match serré. Puis on n'a pas su... on a levé notre jeu d'un cran au dernier tiers, mais on n'a pas su marquer. Qu'est-ce qui a fait la différence? Justement, dans ce dernier tiers, vous tirez beaucoup, mais ça ne suffit pas. Ouais, je pense qu'on va donner le crédit au gardien. Il a bien joué. Il a laissé quelques rebonds. Ouais, on aurait pu avoir un rebond de notre côté. Ça n'a pas été le cas, mais il y a d'autres matchs, des fois, qu'on a la chance de notre côté. C'est comme ça, le hockey. Merci Marc-Antoine. Bonne suite. Merci. Ouais, la chance plutôt du côté zougois selon Marc-Antoine Pouliot ce soir. Et on va passer à Davos-Genève. C'est toujours très difficile d'aller jouer à Davos à cause de l'altitude. Vous savez, vous n'avez pas joué. Ils sont allés hier soir. Ben oui, c'est pour ça. Mais c'est toujours difficile d'aller jouer avec l'altitude. Oui, mais il y avait congé hier soir à Genève. Et puis, ils se sont fait le trajet hier après-midi. Petite soirée d'équipe hier soir. Tranquillement. Ils sont sur place. Ski aujourd'hui. Ski, tu crois ça? Non. Non, mais ça a payé parce qu'ils ont eu un très bon début de match. Absolument. Ils mènent 2-0 après 20 minutes de jeu. C'est sur le premier tiers et durant la première période que finalement les hommes de Patémon ont construit leur succès avec des buts signés Jonathan Mercier, assist de Berton et Winnick qui va doubler la mise. Et tout cela en 43 petites secondes. On a vu le geste de l'arbitre. On allait voir la vidéo, Stéphane, pour une éventuelle... Merci. Vous avez entendu Stéphane? Présence de Beson dans la peinture, j'imagine? Oui, est-ce qu'il est au gardien vraiment? Je ne sais pas. Non. Ah, il est présent en tout cas. Il a une patte dans le demi-cercle. Mais je ne suis pas sûr que Sébastien Beaulieu, l'entraîneur des gardiens de Genève Servette, ait beaucoup râlé sur cette action. Non, mais je pense que si ça était arrivé contre Genève, par contre, il aurait râlé parce que Sébastien Beaulieu nous dit souvent, même s'il ne touche pas au gardien, il l'empêche d'aller vers l'avant. Merci Stéphane. Je vais y envoyer un message après pour dire lui, il l'a pas celle-là. La déviation de Winnick, regardez, feu de mine, hop,
Petite déviation de Winnick, ça c'est. On l'a vu Neymar faire ça au foot. Plutôt. Alors franchement, moi j'ai adoré le réflexe, c'est que du moment où il voit que c'est son 10 qui a le puck, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en train de gentiment se promener. Et non, il part directement dans l'axe du goal, il se met en patinage arrière pour voir ce qui se passe, puis il fait une habile déviation, là, chapeau. Hein. Chapeau, en effet. 2-0 n'empêche pour Genève Servette en 43 secondes après 20 minutes de jeu. On se rend en troisième période, rien ne sera marqué en deuxième période. Et Herzog qui va marquer le but de l'espoir pour Davos avec joli mouvement là, de la part de Davosien. Le puck récupéré, Baumgartner. Jeune Baumgartner. Hein. Pas mal, le petit. Il est pas mal celui-ci. Ouais, non, il a une vision du jeu. Il a toujours été talentueux. Moi, je le connais depuis je l'ai vu jouer plusieurs fois en mini, en novice. Il est petit gabarit. On le rappelle, hein, c'est un Autrichien à licence suisse, mais il est très, très, très mal. Un petit gabarit, mais bon sens du jeu. Ouais, et il est payé pour ça et il est efficace. C'est Wingels pour Genève Servette, le 3-1, le but décisif. Le game winning goal, puisque Davos va réduire le score par Palouchaï en fin de rencontre. Mais cette victoire de Genève Servette qui met fin à quoi, là, on va dire, Valentin, à la série... Série de Davos. Davos, la série stratosphérique de Davos, au niveau du nombre de points par match et ce genre de choses. Davos qui redescend un petit peu de son nuage. Ils avaient 7 victoires dessus. 7 victoires. Oui, ils descendent un peu de leur nuage, mais Davos c'est une équipe très jeune aussi. Ils doivent aussi apprendre à gérer ces moments-là, essayer peut-être de continuer à en mettre une 8e, une 10e. Et là, ça va juste leur faire du bien de revenir un peu sur les pieds sur terre. Et pour Genève, d'aller gagner à Davos, pas toutes les équipes du championnat vont le faire. Oui, à chaque fois, depuis le début de la saison, on se dit à Genève, bon, allez, ça va baisser. Ils ont connu une petite période. Oui, 4 défaites de suite à un certain moment. Mais ils n'ont jamais vraiment rétrogradé au niveau du classement. C'est ce que Pat Aymon, j'ai discuté avec lui il n'y a pas récemment, il m'a dit il faut vraiment qu'on puisse accrocher des points régulièrement. Là, maintenant qu'on a un bon départ, on a un petit passage à vide, là, si on accroche des points régulièrement, si on fait plus ou moins du 50-50, on est dedans, on est dans le play-off. Donc, il faut pas éviter les séries de défaites, puis aller gagner des points comme ce soir, peut-être un peu plus difficile. Mais qui aurait cru qu'on aurait dit sur ce plateau au mois de novembre que c'est pas facile d'aller gagner? On sait que c'est pas facile de se déplacer à Davos, mais Davos était une proie facile l'année passée. C'est une équipe faible que tout le monde a mis en dessous de la barre, ou à peu près tout le monde. Et maintenant, on se dit que c'est dur d'aller gagner à Davos. C'est une fichue de bonne équipe. Mais c'est vrai que Genève, là, ils sont hyper réguliers quand même, mis à part ces 4 petits matchs, je veux dire, sur les 4, si tu en gagnes un, ou voilà, ça se joue à quasi rien. Mais je pense qu'il y a quand même peu d'équipes qui sont tant régulières que Genève Servette l'est. Hein. C'est assez exceptionnel quand même. Hein. Les unités spéciales à Genève Servette sont excellentes. Quand Pucks play, Power play, ça fait 108 si vous comptez le total, 84-24 %. Pat Aymon, c'est un entraîneur qui a toujours eu des bonnes unités spéciales avec les juniors. C'est un gars qui est très habile pour ça. Il réussit toujours à trouver des solutions. Il donne sa chance aux jeunes. Ah oui, il donne la chance aux jeunes. Il les prend, il les utilise et il joue, quoi. Mais Smirnov, il joue sur le power play, mais Smirnov joue beaucoup moins depuis un certain temps. Au début de l'année, on parlait de Smirnov en NHL. Là, on s'excitait du côté de Genève. On dit, ça y est, comment ça se fait qu'il n'est pas en NHL à jouer avec McDavid? On va se calmer un peu le pompon. C'est un excellent joueur de hockey, bon sens du jeu et tout ça. Et s'il n'a pas été repêché en NHL, il y a quand même une raison. Mais là, il marque le pas un peu. Ce qui lui manque, c'est un peu de gabarit et un peu de vitesse. Il va être très bon s'il améliore sa vitesse. Mais là, gentiment, il joue un peu moins parce que les autres équipes commencent à le connaître, commencent à le contrer. On a fait de la vidéo sur lui. Donc, ça commence sur la longueur à être un peu plus difficile pour lui, mais ça va devenir un excellent joueur. Il jouera plus longtemps comme ça. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La barbe grise, pas de cheveux. La sagesse. Allez, messieurs, une réaction à l'issue de cette victoire de Genève Servette face à Davos. On va écouter tout de suite le capitaine des Grenats, Noah Rod. Noah Rod, ce soir à Davos, on vous a senti agressif dès les premières secondes. C'était ça le plan de match? Oui, je pense que voilà, Davos sont sur une très bonne série. Puis nous, si on voulait gagner ce soir chez eux, il fallait qu'on soit agressif dès le début. Donc c'est ce qu'on a fait et ça a bien réussi. Vous restiez sur 6 défaites de suite à l'extérieur. Il y avait un plan spécial peut-être pour cette partie, si dans les Grisons, qui est votre plus grand déplacement? Non, franchement, je ne savais même pas qu'on avait 6 défaites à l'extérieur. Voilà, ça fait un moment qu'on joue bien. On n'a pas toujours récolté les points qu'on devait avoir, mais là, ce soir, on prend les 3 points. Donc l'important, c'est plus de bien jouer ou de mal jouer maintenant, c'est juste de gagner les 3 points à chaque fois. La clé du match ce soir, c'était peut-être la patience du côté servettien? Ouais, la patience, je pense qu'il y a quelques gars qui se sont bien sacrifiés pour l'équipe. Meyer qui fait un super match. Et puis si on joue en groupe, en équipe comme ça, on est dur à battre. Merci beaucoup, Noah Rod. Le plus important, c'est les points. C'est pas comment, mais c'est combien, Stéphane? Exactement. Les 2 équipes qui ont été très bonnes en powerplay ce soir, 2 en 4 de part et d'autre.
Une dernière, tu as fini? Oui. Très bien. Une dernière rencontre ce soir, le match entre Ambry et le Lausanne Hockey Club. On attendait une réaction du côté de Lausanne. Le problème, c'est qu'Ambry aussi devait réagir. Bref, deux équipes qui avaient perdu et qui devaient retrouver le chemin de la victoire. Et on va commencer. Et tu vas de nouveau devoir nous donner ton avis sur une charge. On est en première période. Yannick Fischer charge sur Emerton de plus 10. Je la découvre. Pour moi, c'est clairement contre la tête. Emerton est en bas, évidemment. Vous allez me dire les bas, etc. Mais le premier contact est contre la tête. On voit la tête gicler en arrière. Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça me semblait évident. 2 plus 10, la sanction minimum. Valentin? L'impact contre la tête, au revoir vestiaire. Par contre, il ne s'est pas levé comme la charge de Chervet et essayer d'attaquer la tête vraiment. C'est Emerton qui est bas. Mais le point d'impact, la tête, le règlement est assez clair par rapport à ça. Vous savez combien il y a eu de pénalités majeures cette année? On va la revoir. Regardez bien. Là, sur cet angle-là, on se dit c'est un gros check, la foule est contre. Mais là, il n'y a que la tête. Ça, là, je le découvre avec vous. Ça, s'il y aura une sanction, ce sera possible. C'est vraiment l'épaule contre la tête, directement. Oui, le joueur est vulnérable, oui. Mais le joueur est en bas un peu. Mais là, si on ne sévit pas pour ça, on a vu Chervet ce soir. Cette année, vous savez combien il y a eu de pénalités majeures, de sifflets majeurs confondus, là, pour cross-saut, dureté excessive, etc. Il n'y a pas eu de bagarre cette année. Il n'y avait pas eu de pénalité pour bagarre encore. Je sais pas, 4 ou 5, non? 3. 3 direct. 3, il y a eu combien de matchs de jouer? On arrive bientôt à mi-championnat, mettons qu'il y a plus de 100 matchs de jouer. À peu près 100 matchs de jouer, un petit peu plus en 120. Il y a eu 3 pénalités majeures de sifflets. Des 2 plus 10, il en veux-tu en voilà. Mais vous savez pourquoi? Moi, j'ai une piste de solution, parce que je sais comment se passe la communication entre la direction des arbitres et les arbitres cette année. On a engagé Pascal Muller comme chef des arbitres, à la place qui est dans la direction des arbitres. C'est un ancien joueur qui a des copains partout, entraîneur, joueur, etc. Il arrive là avec sa mentalité de joueur. Et le message qu'on envoie, à vous de juger si c'est juste ou non, le message qu'on envoie, c'est quand on donne une pénalité majeure ou un 2 plus 10, le message qu'ils reçoivent, c'est « ça a intérêt à être justifié ». Dans le doute, vous allez avec la sanction minimum. Donc, le message aux arbitres, c'est si vous donnez 5 minutes, là, ça a intérêt à être juste parce que vous allez être sanctionné. Vous donnez un 2 plus 10, des fois, ils reçoivent un message parce qu'ils doivent, les arbitres, à chaque fois qu'ils donnent un 2 plus 10 ou un 5 match, ils doivent envoyer un message texte au chef des arbitres, au superviseur de la soirée, dire « j'ai donné ça, allez revoir ». C'est revu systématiquement par le PSO et les chefs d'arbitre. Les 2 plus 10 sont revus automatiquement. Automatiquement. Tous les 2 plus 10, tous les 5 matchs sont revus automatiquement. Les arbitres doivent le signaler durant le match, durant l'entracte, durant la pause, ils doivent envoyer le message tout de suite. Comme ça, ils vont tout de suite voir. Les PSO qui officient ce soir-là, qui regardent les matchs, vont tout de suite les revoir pour pouvoir ouvrir une enquête rapidement et travailler sur le fait. Et puis, le message souvent qu'on reçoit de la direction des arbitres, c'est « espérons que c'est justifié ». Donc, le message, c'est subliminal, c'est si vous donnez un 5 minutes qui n'est pas justifié, on vous attend, puis on va vous taper sur les doigts. C'est arrivé plusieurs fois en junior et en Liga cette année, témoignages des arbitres, qui ont reçu des messages comme ça. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, c'est une mentalité de joueur. Muller est là avec une mentalité de joueur. Il y a des copains coach en junior, copains coach en Liga, des anciens potes un peu partout. C'est un gars du milieu, du hockey. Et lui, il arrive avec le message de « soyez pas trop sévère ». Mais d'accord, mais c'est quoi l'idée? Parce que là, en NHL, maintenant, on va avoir les pénalités majeures. Si je me trompe? Oui. Avec la vidéo, on est d'accord, Gilles? On sait souvent que quand il arrive quelque chose en NHL, il faut attendre un petit moment, mais en général, ça débarque dans notre championnat aussi. Exact. On est d'accord? Pourquoi pas? Pourquoi on ne ferait pas ça? Non, mais si on va aller là, de toute façon, pourquoi on essaye de diminuer ou de dire aux arbitres, attention, vous allez justifier? Là, on a vu 2 charges, on est en première période. Là, le score, il est de 0-0. En quoi tu vas, entre guillemets, changer la phase de ton match en donnant une pénalité majeure? Je sais pas, ouais, tu peux perdre ton meilleur joueur. L'autre, il est loin. 12 minutes. Il est loin 12 minutes, mais ça veut dire que les 12 minutes, il les joue quand même pas. Si tu prends 12 par 4, il en joue quelques minutes. Donc, ça veut dire que pour lui, il n'y a quasi pas d'incidence, quoi. Ça veut dire qu'il peut revenir, il peut marquer le game-winning goal. Je scénarie un peu, hein, mais il peut marquer le game-winning goal. C'est revu à la vidéo.
il est suspendu 1, 2 ou 3 matchs parce qu'effectivement, il y a eu charge à la tête. Donc, Ça peut arriver. ça arrive souvent. Si Chervais est sanctionné, tout à coup, Rowe n'a pas joué du match, Chervais a joué le match, puis il va être sanctionné après. Donc, c'est l'équipe d'après qui va bénéficier de ça. Mais durant le match ce soir, ça a une grosse conséquence. Même chose pour Emerton. Et moi, je me pose la question, et tu l'as dit quand on regardait les matchs, tu l'as très bien dit. Tu dis, moi, si je suis le coach, je dis à mes joueurs, restez sur la glace. Si Emerton reste sur la glace, fait semblant d'être complètement sonné, etc., peut-être que les arbitres donnent 5. Rowe, ce soir, s'il reste sur la glace, parce qu'il était devant le banc, il a sauté sur le banc, mais si ça se passe de l'autre côté, il reste sur la glace, peut-être qu'on donne 5. Est-ce qu'on ne va pas commencer à forcer la main des arbitres comme ça? J'espère pas. C'est pas une bonne mentalité. Non, mais là, c'est les arbitres. Là, Emerton, il se lève et il continue. Donc, ça ne donne pas envie de donner 5. Il peut être mort de... Attends, mort. Non, il peut être... On sait comment c'est les commotions. Demain, il peut se lever, mal de tête, etc. Et puis c'est une catastrophe pour Lausanne parce qu'il y a 3 jours de centre, voilà, qui serait out. Mais voilà, la mentalité, elle est beaucoup plus laxiste dans « soyez vraiment sûr avant de donner 5 ». Fait que les arbitres, dans le doute. Non. Et si on avait, comme en NHL, pouvoir aller voir, peut-être qu'ils auraient dit ben, c'est 5 sur de Fischer, 5, OK, on va voir. Puis tout à coup, on se rend compte, ah ben non, peut-être que on peut revenir. Quand en NHL, on fait ça cette année. Ouais. Non, mais si tu regardes le Fischer sur le banc, quand il a sa pénalité, il ne comprend pas pourquoi il est sur le banc. Non, parce qu'il se dit, c'est un fair check. Pour moi, j'ai donné avec l'épaule, machin. C'est assez fou quand même. Ça veut dire que même lui, c'est ça qui est dingue. Il faudrait plutôt se poser la question, même lui n'est pas au courant qu'il a checké contre la tête. Que ce soit avec l'épaule, avec le coude, peu importe, qu'il a touché la tête. En tout cas, ça sera encore un vaste sujet de discussion. On en parle depuis le début de la saison, de ces 2+10. Et on avait vu aussi, et on va pas relancer le débat, Stéphane, mais rappelle-toi, quand on avait vu vraiment des 2+10 qui nous avaient semblé... Au début de l'année. En rouge, hein, un jaune orange-rouge, on va dire plutôt. Il y avait eu un espèce de changement. Oui. Là, j'étais d'accord. Oui. La soirée suivante, tout d'un coup, t'as vu, il y a un 5-mec match. Ouais, à voir ce que ça va donner pour la prochaine journée, notamment de mardi, même s'il n'y a que 2 matchs. Allez, revenons, parce qu'il y a eu des buts quand même dans cette rencontre. Il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que ceux de +10. Il y a eu surtout cette ouverture du score signé Genazi à 5 contre 4. Lausanne qui va ouvrir le score. Il reste, vous le voyez, un petit peu plus d'1 minute à jouer. On est en fin de supériorité numérique. Et finalement, Lausanne qui trouve l'ouverture à 6 de Frick et d'Emerton. Et Lausanne qui l'avait en tête, surtout après 20 minutes de jeu. Oui, bon, Manzato n'a jamais vu la rondelle. Moi, il était complètement dans la... Il masquait complètement le gardien. Donc, très bien joué de la part de Tyler Moy. On sera en deuxième période. Là aussi, me semble-t-il, on va aller voir la vidéo. C'est Upshaw qui va égaliser pour Ambry. Premier but de l'ancien joueur de NHL sous ses nouvelles couleurs, lui qui avait déjà été auteur d'une mention d'assist pour son premier match face à Fribourg. Beau goal. Beau goal accidentel. Regardez Emerton qui est là justement, il y a beaucoup de blancs. Il y a 5 blancs, plus le gardien 6, il n'y a qu'un seul casque bleu. Le puck finit au fond. Il a le mérite d'être là et d'aller le chercher. On joue la fin de la période, il y a un gros arrêt de la part de Tobias Stéphane. Et finalement, c'est Geoffrey qui va mieux, qui crucifie Manzato dans la cage et qui peut donner le point supplémentaire et les 2 points au total pour le Lausanne Hockey Club. Le 1. Lausanne, c'est toujours le yo-yo. Hein. Enfin, c'est toujours les montagnes russes. Ben, on fait des points régulièrement, on n'arrive pas à enchaîner les victoires. On n'arrive pas à agir un peu comme rouleau compresseur. On n'a pas de série de 4-5 victoires comme les grosses équipes, les grosses cylindrées. On peut imaginer que Lausanne en fait partie. Il n'y a pas eu de cette série convaincante de victoires. On fait régulièrement des points. On ne joue pas trop mal, mais on n'est pas dominant. Il n'y a pas de grosse série. Quoi. Il y a des blessés, hein. Josh Joris et Almond qui n'avaient pas terminé la rencontre et qui n'ont pas été alignés ce soir. Une réaction à l'issue de cette victoire du Lausanne Hockey Club. Écoutons tout de suite la réaction d'Étienne Froidevaux. Étienne Froidevaux, une victoire à l'arraché après les prolongations contre Ambry Piotta. Vous auriez dû gagner ce match dans le temps réglementaire. Oui, peut-être. Après, il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours dangereux. Et puis, on a eu la peine un petit peu dans le passé. Si on a joué ici, alors on était peut-être un petit peu... on ne voulait vraiment pas perdre ce match dans les dernières minutes. Et puis, je pense qu'ils jouent toujours fort, ils travaillent dur. Et puis, pour nous, comme je dis, on a eu des problèmes dans le passé. Je pense pour nous, c'est les 2 points qui sont importants.
déjà presque 40 shoots aujourd'hui face à Ambry. Vous avez un problème d'efficacité devant la cage adverse ces temps. Comment on explique cela de votre côté? Si on aurait eu 40 shoots à la Vaudoise Arena à Lausanne, peut-être on aurait pu marquer plus. Ici, c'est un petit peu un autre jeu. Il fait plus froid. C'est pas une excuse, c'est que c'est vrai. Et puis parfois, ça change un petit peu si on shoot. Mais je pense que c'est un bon signe. Si tu arrives, parce qu'ils sont défensivement bien, si tu arrives à avoir 40 shoots, c'est déjà un bon signe. Merci beaucoup, Étienne. On sourit avec le côté froid de la Valachia, bien sûr. C'est pas facile d'aller gagner à la Valachia. Un autre endroit, ça, c'est vrai. Mais il fait froid. Ah non, mais c'est spécial. On est tous d'accord. Quelques statistiques. Oui. Lausanne en a shooté presque 40 fois. Tobias Stephan a été nettement meilleur que Boltzhauser hier soir. Ce soir, il a stoppé 30 des 31 tirs sur lui, 96,7. Tobias Stephan fait une excellente saison. Dustin Jeffrey, 25 minutes de temps de glace, 25 minutes 15 exactement. On a joué, évidemment, 5 minutes de prolongation. C'est le joueur des deux équipes le plus utilisé. Et puis, 18 engagements gagnés, 11 perdus simplement pour Jeffrey. Jeffrey est redevenu le Dustin Jeffrey qu'on connaissait. Merci pour ces chiffres. On va continuer de parler cette fois-ci des 3 étoiles de la soirée. Troisième étoile, Harry Pessonen, une nouvelle fois importantissime. C'est lui qui est là, qui gratte, qui marque quasiment tous les buts. Un but, surtout un assist aussi. Un but, un assist, me semble-t-il, pour lui ce soir. Et une nouvelle fois, Gilles. Ah voilà, Harry Pessonen. Ouais, c'est vrai qu'il est dans tous les bons coups, celui-là. Il est généreux dans l'effort, il va jusqu'au bout. Tant que le puck n'a pas passé la ligne, il va gratter, il va se donner. Il est généreux de sa personne. Il fait vraiment du bien. C'est le joueur qui shoot le plus souvent au but par match de tout le championnat, 4 tirs par match en moyenne. Et du côté de Zouk pour la deuxième étoile, Raphaël Diaz. Raphaël Diaz, il est montré du doigt quand même depuis le début de la saison aussi. Donc il faut dire qu'il pourrait aider forcément par son nouveau gardien. Mais quoi qu'il en soit, sans Giannoni, Raphaël Diaz, un but, un assist aussi pour lui ce soir. Valentin, force tranquille. Et puis Zouk a besoin de lui. Besoin de lui, un défenseur d'expérience qui va gentiment venir durant la saison. J'ai pas de souci pour Raphaël, qui tient la baraque depuis bientôt 15 ans quand même en Suisse et en NHL aussi. Il a joué, bien. Kevin Clark, la première étoile de la soirée du côté, mais oui, de Rapperswil. Chervenka, il aurait pu l'avoir, mais Clark, c'est un doublé, 2 buts en assist au moins ce soir. On va voir les corrections, parce que ça pourrait être plus important ce soir. Bon. Et franchement, celui-là, il est bon. Un point par match. C'est un gars, c'est un tout petit joueur, fait typiquement pour les grandes patinoires en Europe. En KHL, il a eu du succès. Ici, il avait eu du succès à Langnau. L'année passée, bonne fin de saison. C'est un gars d'1 point par match. Fait une gâchette à l'attaque. C'est un gars qui apporte beaucoup. Bon petit joueur de hockey. Bon petit joueur de hockey sur glace. En effet, c'était pour les 3 étoiles de la soirée. On va passer au reste. Il y en a une 4e. Pascal Caminada. Incroyable. 97% d'arrêt, messieurs, ce soir. Écoutez, il a bloqué 36 des 37 shoots. On va le mentionner parce que souvent, on est dur avec lui, Caminada. 97,3, 36 arrêts sur 37 shoots. A frustré Zurich toute la soirée. Chapeau à lui. Oui, il a peut-être sauvé les fesses de son entraîneur. Non, j'en sais rien. On va récapituler les résultats de la soirée. En effet, avec cette victoire importantissime du CP Berne à domicile, 2-1. C'était notre match studio face à Zurich. Le succès de Lausanne sur le même score, mais en prolongation. Le carton de la soirée, c'est pour Rapperswil. La victoire de Genève Servette 3-2 du côté de Davos. Le succès de Zug, on vient d'en parler, 2-1 à Vienne. Et le succès de Langnau, encore un, face à Lugano. Beaucoup de victoires à l'extérieur. 4 fois 2-1 ce soir. Avec au classement les ZDC Lions qui font du surplace, tout comme bien Genève Servette qui fait une bonne opération, 3e, avec Lausanne aussi 4e. On retrouve Fribourg-Gotteron toujours au-dessus de la barre, malgré cette défaite, 25 points. Le CP Berne, 25 points aussi, 25 points pour Lugano, 24 pour Rapperswil. Imaginez, c'est serré évidemment pour cette lutte pour la barre. On jouait, messieurs, aussi ce soir. Non. On me dit non. C'est demain. Mais non, c'est demain. C'est juste. Bah oui, c'est demain. Bien sûr. Merci. Enfin, c'est demain, c'est tout à l'heure. Oui. Enfin, je veux dire tout à l'heure, demain, bien sûr. Mais rendez-vous mardi, vous l'avez compris, pour la National League, avec les 2 rencontres entre Genève et Rapperswil, justement, et entre Davos et Lugano. Merci beaucoup, Gilles Montondon. Merci, Valentin Vier, Stéphane. La semaine prochaine, bon pied, bon oeil, avec toute l'équipe technique. Merci à tous, très bonne fin de soirée. Bye bye, ciao.